Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 18h19, notre invité ce soir, il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la modélisation épidémique, directeur de l'Institut de santé globale de Genève. Bonsoir, professeur Antoine Flahault. Merci d'être avec nous ce soir, alors que Jean Castex fait ses annonces en ce moment même. On a besoin, c'est vrai, d'avoir vos lumières et votre éclairage. D'abord, une première réaction sur cette décision de maintenir les contraintes sanitaires pour au moins 15 jours. Est-ce que c'est le bon choix ? Ah oui, c'est certainement le bon choix parce que on est au sommet de la vague. La bonne nouvelle, c'est que on a atteint ce sommet et que elle commence déjà à redescendre et qu'il faut maintenir cette pression sur le virus, cette pression collective, en bougeant le moins possible, en ayant le moins d'interactions possible, pour jusqu'à ce qu'on ait repris vraiment le contrôle et qu'on soit dans cette zone de sécurité que l'on peut déjà envier aux Irlandais, par 15 exemple. jours, ça vous paraît suffisant ? 15 jours supplémentaires ? Alors, les Irlandais ont mis à peu près 15 jours pour dévaler la pente et revenir dans cette zone de sécurité dont je parle. Donc, c'est possible si on arrive à faire qu'en France, on est à peu près dans la même situation en Suisse d'ailleurs, à descendre avec un taux de reproduction de l'épidémie qui est le fameux R, qui arriverait à des valeurs de 0,7 ou de 0,6. Oui. Mais justement, ce fameux indicateur R0, il est repassé sous la barre des 1 aujourd'hui. Oui, alors ce taux de reproduction, c'est simple à comprendre, parce que c'est le nombre de personnes qu'on contamine en moyenne quand on est soi-même contaminé. Oui, c'est le taux de transmission du virus. Mais ça y est, il est repassé en dessous de 1. Oui, il est au-dessous de 1. Quand on est au-dessus de 1, il y a un risque épidémique, et c'est cette fameuse croissance exponentielle qu'on a connue, non contrôlée, et qui est très inquiétante parce qu'elle ne fait que monter. Elle peut monter très, très vite et très haut. Lorsqu'on arrive à 1, on est en plateau, ça ne descend ni ne monte. Et il faut être à 0,5 ou à 0,6 pour véritablement descendre. Et aujourd'hui, la France est au-dessous de 1, donc elle est en descente. Bien, c'est une bonne nouvelle, car ça veut dire que le tassement des contaminations qu'on observe depuis quelques jours est en train de se confirmer. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre à l'instant le Premier ministre Jean Castex. Est-ce que vous attribuez, professeur, cette amélioration au reconfinement, même s'il est plus light, ou c'est l'effet des vacances scolaires pendant lesquelles le brassage des 12 millions d'élèves a été interrompu ? Je vous pose la question, car tous les grands spécialistes nous disent il faut en moyenne entre 15 et 21 jours pour sentir les effets d'un confinement. Or, nous n'en sommes aujourd'hui qu'à 10 jours. Oui, alors les Irlandais en quelques jours ont eu les effets du confinement, donc vous avez raison, ou ils ont raison, les spécialistes qui vous disent qu'il faut 15 jours, mais en réalité c'est anticipé. Le confinement est une décision politique, mais elle est anticipée par la population. On sait cela, c'est pas des conjectures, on le sait parce que les données de mobilité de la population française ont baissé un peu avant que les décisions de confinement soient prises, c'est-à-dire que les Français ont pris conscience de l'imminence d'un risque, et ils ont probablement cautionné pour une grande part l'idée qu'il était nécessaire d'avoir ces mesures de confinement, mais ils se sont auto-confinés. Et les Irlandais, de façon très claire, s'étaient très fortement auto-confinés peu de temps avant, une quinzaine de jours avant les décisions gouvernementales. Donc on voit ça dans tous les pays, c'est-à-dire que les gouvernants dans les démocraties, bien entendu, prennent des décisions lorsqu'il y a une attente et je dirais même une participation de la population au phénomène. Antoine Flahault, professeur, vous avez raison de prendre l'exemple irlandais car il est emblématique de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Vous savez qu'en France, ça ne vous a pas échappé, il y a un débat très fort sur l'ouverture des petits commerces, dont beaucoup ce soir ne voient pas de perspective pour l'ouverture de leur petit commerce et pour sauver Noël, qui est un moment évidemment essentiel pour la survie de leur activité. Il y a quelques semaines, vous disiez, vous, professeur, que les petits commerces non essentiels pouvaient rester ouverts dans une certaine mesure, précisément comme en Irlande. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette prise de position ? Alors, ce que je pensais, c'était qu'il fallait qu'il y ait un confinement. Il fallait que les gens réduisent drastiquement leurs interactions. Ça pouvait être... Il y a une panoplie de mesures. Le confinement, c'est pas un package unique. Hein. Et parmi les mesures que l'on aurait pu prendre, ça aurait été de fermer les collèges et les lycées. En fermant les petits commerces non essentiels,
mais en laissant ouverts les collèges et les lycées, il y a eu un choix qui a été pris en France peut-être de privilégier l'éducation, car c'est un autre problème que de risquer des décrochages scolaires. Ça creuse les inégalités sociales. Donc voilà. Mais professeur, vous savez, ce qui choque beaucoup les commerçants chez nous en France, c'est la dimension unilatérale de ces mesures et de ces interdictions d'ouverture. Alors il y a une grande étude fort intéressante qui a été réalisée aux États-Unis, qui a été publiée dans la revue Nature. On y apprend que oui, les restaurants sont un lieu de contamination fort, par exemple, mais pas les petits commerces. Pas les petits commerces parce qu'on y porte les masques. Ça fait réagir quand même cette étude. Ça veut dire qu'on pourrait laisser ouvrir d'une façon rationnelle, peut-être organisée, les petits commerces sans risque de contamination et de circulation du virus. Oui, vous êtes bien informé parce que cette publication a dû être publiée hier, je crois, et tout à fait, elle est extrêmement intéressante. Elle porte sur voilà beaucoup une étude sur la mobilité des Nord-Américains et qui est tout à fait probablement transposable, en tout cas en bonne part, à l'Europe. Oui, les petits commerces non essentiels ne sont certainement pas des lieux de forte contamination. Les bars et les restaurants, malheureusement, sont en dehors des terrasses ou des endroits très bien ventilés, mais sont des lieux de clusters, des lieux de foyers qui ont été bien repérés. Ces petits commerces sont cependant des lieux où les gens vont avoir des interactions parce qu'ils vont s'y déplacer si jamais ils ouvrent trop tôt. Donc je pense que c'est certainement pas le moment. Encore une fois, si le choix avait été fait peut-être de fermer les collèges et les lycées, peut-être on aurait pu faire le choix d'ouvrir les petits collèges. En même temps. Mais si on ouvre les deux en même temps, voilà, on va multiplier les interactions, les transports publics vont être plus bondés, etc. Et malheureusement, j'ai tout à fait conscience que c'est un énorme problème pour ceux qui en sont les propriétaires ou les gérants. Il faut que ce soit le plus court possible. Ce que nous ont démontré les Irlandais, c'est qu'on pouvait faire ce confinement d'une façon très brève, très forte et recouvrer beaucoup plus vite son économie et sa vie sociale. Sur les solutions possibles également, professeur Antoine Flahault, l'option d'un confinement alterné une semaine sur deux, c'est ce que proposent certains scientifiques, comme le docteur Nava Schulman par exemple. Ça diviserait, dit-il, par 4 les chances de contamination. Est-ce que vous y croyez? Ça veut dire diviser la population en 2 groupes qui sont confinés par alternance une semaine chacun. C'est peut-être une bonne solution pour les écoliers, enfin en tout cas pour les collégiens et les lycéens, c'est-à-dire pour éviter ce fameux décrochage scolaire. On pourrait imaginer que pendant quelques mois d'hiver, si vraiment l'épidémie est difficile à contrôler, on pourrait imaginer ce type de méthode. Sur l'ensemble de la population, je pense que ce sera très vite invivable. Il faut tout faire et éviter maintenant qu'on ait à faire ces yo-yo dont vous parlez. Dernier point, question voilà, que se posent évidemment tous les Français qui nous écoutent. Un Noël en famille, si les chiffres continuent de s'améliorer comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce que c'est possible ? Alors, Noël en famille, si on est en décrue complète, c'est des choses possibles. On ne sera plus confiné, donc on devrait pouvoir, en effet, vivre Noël en famille. Dire que les fêtes intergénérationnelles, avec plusieurs membres de la famille, avec des grands-parents, etc., soit une recommandation qu'on fera, ça m'étonnerait. Au cœur de l'hiver, la pression sur le virus sera encore forte. Ces gens seront extrêmement à risque. En revanche, peut-être qu'on peut avoir des aménagements. Il faut savoir que dehors, on n'a pas de risque, ou peu de risque de transmission de ce virus. Il faut savoir qu'on peut mettre des masques. Il faut savoir qu'on peut aussi se voir pas très longtemps. Enfin, il y a un certain nombre... On peut ventiler davantage, chauffer un peu, puis ventiler davantage les locaux et se voir peu de temps. Enfin bref, on a un certain nombre d'aménagements possibles qui ne rendront pas les festivités de Noël sans doute analogues à celles que l'on connaît d'habitude dans notre Occident, mais qui devraient les permettre. Oui, c'est ce que dit à l'instant d'ailleurs Jean Castex. Il n'est pas raisonnable d'organiser de grandes fêtes en fin d'année. Voilà pour cette déclaration du Premier ministre. Merci professeur de nous avoir apporté votre éclairage sur ces quelques minutes à 18h20 dans Europe Soir. Merci à vous.